Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. Nous entamons notre 3e semaine du Club par Club, notre série de l'été sur les gardiens de Ligue 1. Pour cet épisode, nous partons du côté de la place de la Comédie et du stade de la Mosson pour évoquer les gardiens du Montpellier Hérault Sporting Club. Pour m'accompagner, il est venu pour crier son amour à son ancien coach, Michel Derzakarian, artisan des 2 remontées du FC Nantes. C'est notre Nantais Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Oui, le coach de la décennie à Nantes. Le coach de la décennie, Michel Derzakarian. Et pour nous accompagner et nous donner toutes les dernières infos autour des gardiens montpelliérains, on accueille Corentin, membre de Allez Payade. Salut Corentin. Salut à vous. Et peut-être coach de la décennie pour Derzak à Montpellier aussi, qui décennie 2020 du coup, à Montpellier. C'est comme les joueurs comme Areola, champion de France et champion d'Espagne la même année. C'est quoi Allez Payade, Corentin? Bon, c'est avant tout en fait un site de passionnés. On est 4-5 passionnés vraiment à faire beaucoup de travail sur le site, faire tourner le site. On est sans fausse modestie les numéros 1 sur l'actu montpelliérain en site amateur. Et puis ouais, c'est vraiment avoir toute l'info. On essaye de regrouper toute l'info de Montpellier tout en faisant aussi un peu du contenu. Moi, souvent, je fais du contenu décalé, mais aussi on fait des contenus un peu d'analyse de match, aussi susciter le débat entre les supporters. On a un peu une vocation de forum aussi, de rencontrer pour les supporters. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des clubs de plus en plus. Par exemple, à Saint-Etienne, c'est envers et contre tous. À Rennes, il y a Rouge Mémoire. J'en connais plein. Et c'est une démarche que je trouve très sympa de justement réunir les supporters autour de sites et d'avoir cette communauté-là. Super. Eh bien, en tout cas, avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé avec Corentin et Thomas la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour les Payadins, c'est à la 8e place du championnat à la fin de cette saison 2019-2020. Il y a eu également un 8e de finale de Coupe de la Ligue et un 8e de finale de Coupe de France perdu au tir au but face à Belfort. Première question, Corentin. Quel sentiment as-tu vis-à-vis de cette saison? Bon, déjà, je pense que de toute façon, tous les clubs vous diront peut-être pareil que nous. C'est une saison très spéciale du fait de l'arrêt en plein milieu de la saison. Moi, du point de vue du stade, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce que Montpellier a gagné quasiment tous ses matchs à domicile, hormis le PSG et Rennes en tout début de saison. Mais à l'extérieur, on a été vraiment médiocre. Faut pas avoir peur de le dire. Donc, c'était vraiment un club à deux visages, quoi. Vraiment un club qui était capable du meilleur à domicile comme du pire à l'extérieur. Ce qui a rendu un peu la saison frustrante. Et c'est dur parce qu'on finit 8e, on peut très bien finir 6e si ça s'arrête une journée à l'avance. Et donc là, on joue l'Europa League. Faut voir que à Montpellier, ça fait 3 saisons qu'on finit dans le top 10. Et il y a une vraie attente. Mais je pense que de plus en plus, dans beaucoup de clubs moyens de Ligue 1, il y a ça. Il y a cette attente de rejouer l'Europa League qu'on avait joué donc en 2010-2011. On s'était fait éliminer en tour préliminaire par Győr. Mais il y a vraiment une attente et une volonté de jouer l'Europa League. Ok. Donc, voilà. Donc finalement, un peu une fierté vis-à-vis du parcours à domicile et une déception vis-à-vis de cette 8e place. Justement, vis-à-vis de cette 8e place, l'un des artisans de ce top 10 a été Geronimo Rulli, qui a joué 25 matchs cette saison, le gardien argentin, 34 buts pris pour la 10e défense du championnat, 8 clean sheets, donc par rapport aux 12 du numéro 1 lillois, 79% d'arrêt, 3e en Ligue 1 et 3e également au classement L'équipe avec 5,72 sur 10 de moyenne. Thomas, je crois savoir que c'était l'un de tes petits chouchous en L1. Comment tu as jugé la saison de Rulli? Ouais, alors c'était un de mes chouchous en Ligue 1 parce que j'avais déjà vu un peu jouer avec la Real Sociedad, donc j'avais un
un petit avis sur lui déjà assez positif. Et quand il est arrivé à Montpellier, ça s'est avéré une très bonne pioche, je dirais, parce que déjà on a pu apprécier aussi l'intelligence du recrutement des dirigeants montpelliérains, en essayant de chercher un gardien qui s'installait dans la continuité au niveau du profil de Lecomte, qui était un gardien qui est assez technique au pied et très vif sur sa ligne. Et c'était à Montpellier, le gardien, c'est très important que son jeu au pied soit bon, parce que quand Der Zakarian utilise le système à 3 ou à 5, comme vous préférez, le jeu mi-long pour les latéraux, pour casser une ligne et faire la première relance est très important pour Montpellier. Donc le profil de jeu au pied parce que sur ces passes-là, si elle est trop longue, elle arrive sur. Si elle est trop longue ou trop courte, elle arrive forcément sur un adversaire, parce que généralement, tu n'as qu'un seul joueur qui est sur un côté. Exactement. Et au-delà de ses qualités, j'ai parlé du pied, il y avait ses qualités gardien, donc sur sa ligne où il était très très bon. Après, il y avait peut-être quelques axes de progression sur les prises de décision, notamment dans le jeu aérien. Mais c'était plutôt une bonne pioche. Après, malheureusement, alors je ne sais plus pour quelle raison exactement, il n'a pas pu continuer l'aventure avec Montpellier. Je ne sais plus si c'était l'option d'achat qui était trop élevée ou les demandes en salaire de Rouly qui étaient trop exigeantes. Mais en tout cas, ça s'est révélé plutôt une bonne pioche. À voir pour qui va le succéder l'année prochaine. Mais je souhaite à Montpellier de trouver un gardien aussi intéressant et bon que Rouly. Corentin, est-ce que tu as un match en tête de Rouly? Moi, de mon côté, j'ai beaucoup d'arrêts grâce à sa très belle détente horizontale. Est-ce que tu aurais un match qui t'a marqué, notamment à la Mosson? Je sais pas te dire. C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs où souvent je me disais putain, c'est pas possible, il nous maintient à flot, quoi. Et il y a même des défaites où on perd peut-être d'un ou deux buts, mais on peut perdre de 3 ou 4 buts. Ça, non, c'est d'ailleurs. Et ça, en fait, ouais, j'avoue que c'est plutôt une impression globale sur la saison, avec beaucoup de super arrêts. Il y a même il y a un match contre Metz où il nous sauve un penalty. Enfin, il y a vraiment, il y a pas mal de matchs où, pour le coup, moi, je suis dans la tribune ultra et genre à chaque fois qu'il revenait, on l'applaudissait, on disait rouler, parce que il nous bluffait, quoi. Il nous bluffait en effet, sur les arrêts, sur sa détente, sur les arrêts, sur sa ligne. Il est très costaud, le bonhomme, quoi. C'est vraiment parmi les gardiens les plus impressionnants que j'ai vus. Après, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, dans les airs, c'était plus compliqué parfois. Mais globalement, enfin, vous n'allez pas trouver beaucoup de Montpelliérains qui vont vous dire qu'ils ont été déçus de la saison de Geronimo Rouly. Il y avait une vraie hype, vraiment, je pense, en termes même de flocage de maillot, enfin, de beaucoup de gens avaient vraiment cette hype Geronimo Rouly. Super mentalité aussi, même pour le coup, à chaque fois il se retournait vers la tribune, vraiment, et on le sentait, moi franchement je le sentais même bien à Montpellier. Après, ce qui a coincé, c'est le salaire. On était proche des 200 000 et à Montpellier, les max, c'est entre 120 et 130, quoi. Donc, il y avait un gap. C'est en plus un gardien, c'est pas forcément le poste où souvent tu payes le plus, quoi. Lui voulait attendre, la Real Sociedad voulait attendre. Montpellier essayait d'obtenir un prêt avec option d'achat pour l'an prochain. La Real Sociedad n'était pas très chaud pour encore avoir un prêt avec option d'achat obligatoire. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce Covid, qui a aussi, ce qu'avait expliqué une fois Laurent Nicolin en interview à France Bleu Héros. Il a dit, le Covid, vous vous rendez pas compte, mais en termes de perte d'argent, c'est costaud et ça permet pas forcément de rentrer dans les frais pour avoir Rouly qui a fait une super saison. Et la question, c'est après lui, ce qui serait intéressant de savoir où il va atterrir, quoi. Puisque pour l'instant, on a regardé un peu, pas trop de pistes, quoi. Mais c'est vrai que c'est un top gardien, même pour des clubs peut-être plus huppés que Montpellier, qui pourraient se positionner dessus, quoi. Après, le marché des gardiens, on sait qu'il est un peu particulier. Voilà, il faut un départ pour une arrivée, généralement. C'est le jeu des chaises musicales, quoi. Donc, c'est vrai que. Mais nous, à Montpellier, c'est vrai qu'on a été très contents de lui, super mentalité, super gardien. Il n'y a rien à redire là-dessus, voilà. C'est ce qu'on disait avec Quentin, qui est aussi membre d'Alepayade. C'est un peu dans les airs où je pense qu'il aurait pu. Enfin, comme on disait, c'est un bon gardien, il pourrait devenir très très bon. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il avait été quand même, il ne faut pas l'oublier, à Manchester City, repéré très très jeune.
s'ils passaient ce palier, à mon avis, dans les airs, à être un peu meilleur. Mais c'est vrai que bonne relance sur la ligne, il est vraiment intouchable. Enfin, même en penalty, il nous en a sauvé quelques-uns. Enfin, c'est une saison costaud. On enchaîne donc 2 années de Lecomte et 1 année de Roulis. 3 saisons avec des gardiens impec. Des grosses attentes. Merci messieurs pour cette petite rétrospective de la saison passée. Maintenant, il est temps de se plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans la saison à venir, on se rend compte qu'il y a des points d'interrogation et ils concernent évidemment le numéro 1 pour le Montpellier Hérault Sporting Club. On a Dimitri Berthaud, donc potentiellement en tout cas le numéro 1 provisoire, 22 ans, 1m80, français jusqu'en 2020, sous contrat jusqu'en 2022. Mathis Carvalho, 21 ans, 1m87, portugais, qui est sous contrat jusqu'en 2021, qui a re-signé notamment cet été pour une année supplémentaire, et l'entraîneur des gardiens, Teddy Richert, et le coach Michel Derzakarian, ça bouge pas. Alors on va évoquer tout de suite finalement ce qui anime le club depuis l'annonce du départ de Roulis. Ce sont les dernières rumeurs autour du gardien numéro 1. Alors on va les lister. Je prends une grande inspiration. Il y a du monde. Alors on a les gardiens argentins, Guido Herrera Cordoba en Argentine, Ezequiel Unsein, gardien de Defensa y Justicia en Argentine. Ça c'était plutôt au mois de juin. Les premières rumeurs. On avait parlé aussi d'un gardien, le second de Boca Juniors, qui est Agustin Rossi, qui était prêté à Lanús. Voilà. C'était plutôt au mois de juin, et ça a été plutôt démenti par Nicolin, qui a dit que c'était pas faux, qu'ils s'étaient intéressés sur ces profils-là, mais que c'était pas la priorité, à vrai dire. Voilà. Tout à fait. Donc d'abord, ça s'est déplacé en Argentine. Ensuite, ça s'est plutôt déplacé du côté de la Suisse, avec donc les 3 Suisses, sans jeu de mots, Jonas Omlin de 26 ans FC Bâle, David von Bolmos, 25 ans Young Boys de Berne, et Jérémy Frick, 27 ans Servette Football Club. Ce que je comprends, alors toi Thomas, tu penses que Jonas Omlin est plutôt le préposé, enfin le plus préposé par rapport à ses homologues suisses? C'est pas que je pense, c'est qu'il y a des ceux qui suivent les réseaux sociaux. Il y a des suiveurs de Montpellier qui a annoncé récemment que Jonas Omlin était la priorité, que c'était plutôt en bonne voie, et même on parlait d'un éventuel accord d'ici les prochaines semaines. Donc après, à voir avec Montpellier, quand on connaît ce qui s'est passé l'année dernière avec d'autres gardiens qui ne sont pas finalement venus. Donc ouais, pour l'instant, c'est l'option numéro 1 en tout cas. Choisi par le club, que ce soit Bruno Carotti, Michel Derzakarian et Teddy Richert. Et avant d'en débattre, donc je vais évoquer les autres rumeurs qu'il y a eu, il y a toujours. Il y a Costil et Ruffier. Donc Costil parce qu'il avait annoncé en tout cas qu'il y avait une rumeur comme quoi il avait annoncé qu'il souhaitait quitter le club, qui a été finalement démenti par son entourage. Mais comme on dit, il n'y a jamais fumée sans feu, donc on verra ce qu'il en est côté Bordeaux. On a Ruffier qui est dans une impasse à Saint-Étienne, comme vous avez sûrement pu le lire dans la presse. On a également, alors il y a Benjamin Leroy qui avait été de Ajaccio, qui avait été donné par un suiveur de Montpellier, mais en tout cas plutôt comme un souhait, le gardien d'Ajaccio en Ligue 2. Et enfin, une piste européenne, Loris Karius, le gardien de Liverpool, qui avait emmené Liverpool en finale de Ligue des Champions en 2018 et qui malheureusement a fait 2 boulettes en finale de Ligue des Champions, qui est du côté de Beşiktaş en Turquie, et qui aurait été, selon un reporter du Daily Mail, approché par Montpellier avec des conditions financières à peu près similaires à celles de Roulis. Pour rebondir vite fait, Nico, si je me permets, Loris Karius était assez fantaisiste, parce que c'est Daily Mail, tu disais, et pour Costil, donc là aussi c'est des infos de Mohamed Toubache, qui disait que ses représentants en fait se sont manifesté auprès de Montpellier, mais ça n'a vraiment pas été suivi par les directions sportives de Montpellier.
qui vraiment jetait sa priorité sur les gardiens suisses et notamment Omlin. Volonté d'avoir un profil peut-être plus jeune aussi. Exactement, ouais. Pour un moyen terme, avoir un gardien que plutôt d'avoir une certaine instabilité, si je peux dire, avec les 2 ans de Lecomte, l'année de Rouly, voilà, un gardien qui s'installe pour 2-3 saisons, d'autant plus que le projet montpelliérain a peut-être des ambitions, tu disais, européennes pour l'Europa League. Donc avoir un gardien fixe à ce poste, jeune, c'est plutôt le profil idoine pour les dirigeants de Montpellier. Oui, c'est ça. C'est en plus jeune, avec un peu d'expérience. Si tu prends Omlin, ils ont 26 ans, quoi. Bon, après, pour un gardien, c'est vrai que ça reste jeune, quoi. Mais après, moi, sur mon avis personnel, je pense que Costil, c'était peut-être intéressant. Mais voilà, là où ça coince, on en avait un peu parlé aussi, c'est il demande 3 années de contrat, un salaire assez important. C'est un choix qui est pas forcément. Il reste sur des saisons correctes, mais pas aussi bonnes que ce qu'il a pu faire à Rennes. C'est un choix qui est pas évident, quoi. Et sur les suiveurs de Montpellier, c'est vrai que c'est étonnant, mais sur les suiveurs de Montpellier, personne n'a vu Omlin jouer, pas grand monde en tout cas, mais il y a vraiment une hype sur Omlin, quoi. Ok, donc en tout cas, c'est Omlin qui tient la corde. Et au-delà de ces rumeurs, toi, est-ce que tu aurais un idéal, Corentin, dans ces différentes rumeurs ou même dans un autre gardien qui te paraîtrait intéressant pour Montpellier? Non, après, c'est difficile. Omlin, je suis pas sûr que grand monde l'ait vu jouer à Montpellier. Enfin, moi, en plus, j'ai suivi un peu l'Europa League, mais bon, je m'en rappelle pas forcément de ses performances. Mais donc bon, t'es obligé de faire confiance à la cellule de recrutement et Teddy Richard, qui a aussi un grand rôle. C'est ce qui a été sorti, c'est que Teddy Richard a une importance majeure sur le choix du futur gardien. Et si tu regardes globalement, il a fait passer un cap à Lecomte et même l'an dernier, Rouly, c'était une bonne pioche. Donc moi, tu es obligé de faire un peu confiance à la cellule du club. Sinon, tu es obligé de voir en Ligue 1 ce qui se faisait de bien, parce que c'est ce que tu suis en priorité. Et bon, évidemment, comme je te disais tout à l'heure, l'Arseneur, ça aurait pu être possible. Même, on fait un Nîmois, mais Bernardoni, c'était un bon gardien. T'avais des options peut-être en Ligue 1, mais bon, même si tu prends l'Arseneur, il voulait rester à Brest, donc bon, c'était compliqué. Puis voilà, donc c'est compliqué d'avoir. Tu es obligé de faire confiance à la cellule de recrutement d'une certaine manière. Après, ce que tu disais, je pense, c'est essentiel sur la relance au pied. Vu comment on va jouer. Alors la question, c'est peut-être que l'an prochain, on va jouer à 4 défenseurs. Donc, à voir. Ouais. Donc, à voir, ouais, parce que là, en amical, on a joué quelques fois en 4-3-3. Mais donc, à voir. Hein, mais c'est vrai que, ouais, une bonne relance au pied, peut-être. Sur Omlin, ce qui se dit, c'est que c'est un gardien un peu, entre guillemets, moderne à la Neuer, ou qui n'hésite pas à sortir, qui est à droite de ses pieds. Écoute, on va voir ça. Hein. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les Suisses travaillent très bien au niveau de la formation de leurs jeunes gardiens en ce moment. Voilà, il y a beaucoup de très bons gardiens. Alors, Yann Sommer, au niveau des, on est évidemment le plus fier représentant. On a également Burki qui est à Dortmund. On a aussi le petit Ratchopi qui est à Lyon, qui est de la même génération que Berthaud et Carvalho. Donc, on a c'est vrai qu'on a plutôt une belle école. Donc ok, plutôt donc pour Omlin et notamment le choix qui se porte plutôt vers la Suisse. On peut maintenant se poser une question. Tu évoquais Teddy Richard, donc je pense que l'un de ses critères, c'est un gardien qui ne fait pas de Panenka en finale de Coupe de la Ligue. Dédicace à Thomas. mais du coup, Corentin, pourquoi le club et peut-être pourquoi Teddy Richard a-t-il autant de difficultés à recruter un gardien pour la 2e saison consécutive? Parce que c'est vrai que nous, non-suiveurs de Montpellier, on se dit, voilà, c'est quand même 2 saisons consécutives que vous retrouvez à poil à l'orée du championnat. C'est vrai. Alors après, c'est lié à des circonstances, comme je pouvais dire avant l'émission. C'est en gros, l'an dernier, on a eu pendant plus d'un mois une rumeur. En fait, là, vous voyez, en termes de profil, c'est assez foisonnant. L'an dernier, on a eu un profil qui ressortait et beaucoup de gens pensaient que ça allait se faire. C'était Livakovic, un gardien croate, donc assez jeune, encore plus jeune, pas 26, mais 22 plutôt. Au Dynamo Zagreb. Ouais, qui est au Dynamo Zagreb.
Le seul truc, c'est qu'il y avait un accord entre le club et le joueur, mais le problème, c'est que le Dynamo Zagreb s'est qualifié en Ligue des Champions et fait une grosse performance, et le président a finalement, en plus de mémoire, le président est assez fantasque, au final ça s'est pas fait, ce qui a fait qu'on s'est retrouvé peut-être à 1 ou 2 semaines de la fin du mercato même, peut-être, et à vraiment devoir cravacher sur cette piste. Donc comme on avait dit, il y avait eu Olsen de la Roma. Scène de la Roma qui était une grosse piste. Il y avait même donc le Midi Libre, qui est le quotidien local, qui avait fait un article dessus. Enfin, tout le monde pensait que c'était fait, quoi. C'était la rumeur numéro 1, en fait, et même s'il y avait aussi la rumeur Roulier en même temps. Sauf qu'au dernier moment, il avait visité les installations et tout, ça a capoté pour notamment une histoire d'agent qui a voulu se greffer au deal, qui demandait 100 000 euros de commission, ce qui n'a pas forcément plu au Nicolin. Et finalement, comme il y avait Roulier en deuxième option, on a opté sur Roulier, ce qui était peut-être pas un mauvais choix, vu que j'ai pas forcément vu la saison d'Olsen à Cagliari, mais au final, Roulier nous a fait une très bonne saison. Et voilà, donc la saison dernière, il y avait cette situation particulière. Et ensuite, je pense que cette année, vraiment avant le Covid, et on a pas mal parlé, il y avait vraiment la confiance et l'idée qu'on allait pouvoir signer Roulier. Et comme j'ai expliqué, financièrement, ça a été compliqué. Hein. Les clubs de Ligue 1, surtout comme Montpellier, n'a pas le même pouvoir financier que la Real Sociedad, quoi. Et puis voilà, donc ça n'a pas pu se faire. On y a cru même, enfin, je pense au moins jusqu'à début juin, je pense. Et donc et là encore une fois, on se retrouve dans ces situations de Covid où la Ligue Europa est en train de se jouer. Bâle a mis 3-0 à Francfort, donc a de fortes chances de se qualifier. Et il est fort probable que Omlin reste au moins jusqu'à la fin de la Ligue Europa. Donc si on regarde un peu, je vais checker un peu jusqu'à quand ça peut se jouer. Donc 23 août. Ouais, jusqu'au 23 août. Donc ça fait un paquet de temps, quoi. Et donc, c'est fort probable que Montpellier, entre guillemets, se retrouve à ne pas avoir de numéro 1 pour la reprise. Pour la reprise, ouais. C'est fort probable. Si on reste sur le profil Omlin, il faudra attendre que l'FC Bâle se fasse sortir, quoi. Et il faudra tous avoir des maillots de Francfort. Mais bon, j'ai du mal à croire dans un 4-0, quoi. Mais bon, on sait jamais, Lemfright, hein. On est en Coupe d'Europe, tout peut se passer. Ouais. Voilà, tout peut se passer. Alors, est-ce qu'il y aura un COPS de supporters montpelliérains à Francfort? Je ne sais pas, mais seront-ils masqués? C'est important. J'ai un peu de doute, mais ce qui est intéressant, c'est que ouais, voilà, on va encore se retrouver sûrement. Il semblerait que Omlin soit en effet la piste numéro 1, et on risque forcément de se retrouver en galère. Et dans ce que je te décris, je pense que ça se voit, c'est vraiment pas la faute à pas de chance, mais tu vois, des événements qui arrivent. Je pense pas qu'on ait un déficit d'attractivité. Je pense que, comme je t'ai dit, le club veut pas se tromper sur ce profil-là. Veut prendre son temps, et moi je trouve que c'est pertinent en final. Je préfère qu'ils prennent leur temps, quitte à ce qu'on joue 1 ou 2 matchs. Voilà. Et le moment où ça risque d'être la panique, c'est si on se retrouve comme la saison dernière, à 2 semaines de la fin du mercato. Mais en soi, la chance que vous avez, c'est que le mercato dure un mois de plus, voilà. également cette année, et donc il y aura sûrement même après il y aura également des décisions personnelles de joueurs qui ont forcément évolué à cause du Covid, où je pense qu'il y aura peut-être pas mal de joueurs qui bougeront peut-être en septembre, également suite aux premières journées. Bon, en tout cas, merci pour ce point sur la difficulté à recruter le numéro 1. Et on évoquait notamment ce numéro 1 parce qu'il y a 2 autres gardiens, Dimitri Berthaud et Mathis Carvalho, qui sont également dans l'effectif. Mais si je résume un petit peu ce qui s'est passé l'an passé, Dimitri Berthaud n'a pas fourni en tout cas les garanties nécessaires pour considérer, l'envisager comme un numéro 1 à terme. Et Mathis Carvalho en tout cas est toujours considéré comme en tout cas le numéro 2 de Dimitri Berthaud à ce jour. Ils ont joué beaucoup de matchs avec l'arrivée tardive de Roulier et même une petite blessure lors de la saison. Pourquoi Dimitri Berthaud n'a pas convaincu Corentin? C'est dur, mais
chaque fois qu'on lui a donné sa chance, tu parlais notamment du match au parc, qu'il joue, il fait une sortie catastrophique. Il prend un rouge à 1-0. Ouais, 1-0. Ouais, là où il n'y a pas forcément besoin de faire une sortie. Match contre Belfort, il fait aussi une cagade. Enfin, à chaque fois le problème, c'est que chaque fois contre Rennes de mémoire, il n'avait pas été catastrophique, j'ai du mal à me rappeler, mais quoique le but de Morel est un peu lié à un cafouillage de mémoire, mais chaque problème, c'est que j'ai du mal à te donner un match référence de Berthaud. Je crois que peut-être le premier match à l'extérieur, il n'avait pas été mauvais, mais j'ai vraiment du mal à te. Tu vois, le problème, c'est qu'à chaque fois, tu n'es pas serein en fait. Quand tu as un match avec Berthaud, tu te sens pas serein. C'est dommage parce qu'il avait annoncé, tu vois, c'est fait partie de ces gardiens qu'on t'avait annoncé, tu vois, si tu vois en 2017-2018, les mecs qui suivaient la réserve, ils te disaient ouais, Berthaud il arrive très fort et tout, il est en équipe de France jeune et tout, comme souvent, hein, de toute façon. Et au final, il peine à passer un palier. C'est peut-être un très bon gardien, mais peut-être avec la pression et tout. C'est sûrement la question, ça va être est-ce qu'on le prête pour essayer de voir s'il est capable de donner en Ligue 2 ou peut-être faire une très bonne saison en tant que titulaire. On avait eu avant lui Ligali, en fait, qui était un gardien aussi, qui avait connu des équipes de France jeunes, qui n'a jamais réussi à percer à Montpellier, où on avait prêté à Dunkerque sur le tard, et qui au final, je pense qu'aujourd'hui est sans club à 27-28 ans. Donc, enfin, c'est même pour lui en termes de choix de carrière, peut-être essayer de prouver dès maintenant dans un club de national ou de Ligue 2 en tant que titulaire, ce que ça pourrait donner. Et Carvalho, de son côté, bon, il y a ce match donc beaucoup de supporters montpelliérains l'ont découvert sur ce match. Donc, c'est un ancien de Toulouse. On l'avait récupéré à Toulouse. Donc on l'a vu jouer au parc. On l'a vu jouer au parc. Il a été correct. Sans plus. Il n'a pas. Bon, c'était un match. Il a empoché dans le 38, quoi. Voilà. C'est pas. Il n'a pas été catastrophique. Et sur les matchs amicaux, il semblerait qu'il ait fait des bonnes performances. La question, ça va être le numéro 2. Je pense que même Berthaud, je ne suis même pas sûr qu'il soit sûr d'obtenir cette place de numéro 2. Ça va s'éclaircir, je pense, dans les mois qui viennent avec les choix de Derzac. Est-ce qu'il va partir en prêt ou pas? Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Hein. Je te dis ça, c'est mon avis personnel. C'est sûr qu'il ne va pas partir en prêt en ce moment. Non. Mais quand le numéro 1 sera choisi, en effet. Mais voilà. Je ne sais pas, pour sa progression personnelle, ça peut être pertinent, je pense. Ok. Oui, après c'est vrai que le club va devoir faire un choix entre les deux parce que donc c'est à peu près la même génération grosso modo et les contrats Carvalho c'est jusqu'en 2021. Est-ce que si Berthaud continue à décevoir entre guillemets, est-ce que le club va peut-être plutôt miser sur Carvalho pour le prêter et le faire du temps de jeu pour qu'il se développe et garder plutôt Berthaud en numéro 2 quitte à pas avoir beaucoup de temps de jeu hormis en coupe, notamment Coupe de France, parce que d'autant plus que pour l'instant Montpellier n'est pas en Coupe d'Europe, donc numéro 2, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un numéro 1, comme on dit, bis, comme on parlait l'autre fois de Nice, où faut avoir un gardien numéro 2 assez proche du niveau numéro 1 pour en cas de pépin avoir une solution de rechange. Donc c'est la question qui va se poser foncièrement, c'est le choix entre les deux, et quel gardien va être choisi pour être développé, parce que les deux, c'est impossible de développer en même temps. D'autant plus c'est la même génération. Et donc après, faut voir. C'est vrai que comme tu disais, Carvalho apparemment a fait plutôt bonne impression. Mais pour Berthaud, peut-être que il arrive trop vite, je sais pas. Mais une petite expérience en Ligue 2 dans un club où il peut progresser et prendre confiance en lui, parce que passer de la réserve ou des moins 19 où il a gagné un Gambardella, il me semble, avec Montpellier, et où il passe direct en Ligue 1, t'as un gap. Et tous les gardiens n'ont pas cette faculté à passer le gap. C'est pas au niveau, franchement, de qualité de gardien, c'est notamment au niveau mental, qui est très important. Le poste, vraiment, quand on n'est pas très costaud mentalement, on n'est pas très confiant, on se ressent dans les performances, et quand un gardien n'est pas très performant, ça doit peut-être davantage que d'autres joueurs. Donc, pour Berthaud, peut-être un prêt en Ligue 2 lui serait bénéfique. Après avoir le choix du club pour le futur. Ok, très bien en tout cas sur le dossier Berthaud Carvalho. Après, il faut voir aussi, ce que tu disais sur les jeunes potentiels à développer. Montpellier avait recruté. Alors ça, c'est ce qui est intéressant, c'est dans la démarche. On avait recruté un jeune gardien. On a toujours ce jeune gardien donc italien qui s'appelle Cozzella, Vincenzo Cozzella. Donc c'est assez rare d'aller chercher en Italie un gardien pour le former et qui
semblerait, fait des grosses performances avec les U19 et qui était monté quelques fois avec la réserve. Voilà, la question c'est aussi, là on a encore un gardien où tu peux miser sur l'avenir là-dessus, donc un poil plus jeune, mais tu vois on a vraiment beaucoup de profils comme ça, jeunes, prometteurs, et c'est un poste tellement particulier gardien que à mon avis ça va être des choix qui vont être très compliqués à faire dans le club dans les prochaines années, sur qui miser, quoi. Et peut-être aussi, peut-être qu'il faudra se reposer la question, comme tu le dis, sur la post-formation. Si vous avez plein de jeunes à potentiel qui n'arrivent pas finalement à percer, de trouver peut-être des clés pour qu'ils arrivent à passer le cap. Après, Montpellier, justement, là-dessus réfléchit. On a fait un partenariat avec le FC7, justement, pour faire en sorte de. Pour faire en sorte. Bon, alors, le FC7. Pas que pour ça, évidemment, mais. Ils ont un gardien de bonne qualité qui est là depuis des années, qui s'appelle Vincent Papalardo. Mais oui, c'est l'idée. Fait aussi, on a vraiment. Ça a été un des reproches faits. Bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est pertinent et intéressant. Ça a été un des reproches faits beaucoup à Derzac dans ces dernières années. C'est-à-dire, comme tu l'as dit pertinemment, on a gagné la Gambardella et pourtant, on voit assez peu de jeunes percer, arriver à même être testé, même avoir une chance. Et donc ça, c'était un reproche qui a été fait pas mal à Derzac. Et alors, comme encore plus au poste de gardien, t'imagines, où il y a qu'une seule place, quoi, c'est très compliqué. Donc voilà. En effet. Très bien. Et bien pour compléter ce débat sur les gardiens de but, on va également se demander quelle défense pour la Pagade l'an prochain. Tu évoquais une défense à 4, Corentin. Quelle serait pour toi la défense titulaire ? C'est compliqué parce que t'as Papy Hilton qui est là donc à 42 ans, mais à la fois tu peux pas, il fait des performances tellement solides, mais à la fois qu'est-ce que ça donnerait sur une défense à 4 si c'est éventuellement une défense à 4. T'as Pedro Mendes qui avait fait une énorme saison. Alors d'ailleurs ça m'avait beaucoup surpris, issu de la saison 2018-2019, il avait fait une saison énorme. Oui. Mais vraiment, il fait très peu de clubs ont montré d'intérêt pour lui et tout. Cette saison, c'est un poil plus compliqué avec des fois dans la discipline et tout, mais ça reste un excellent défenseur de Ligue 1. Donc je pense qu'à terme, il va prendre sa place de titulaire. Congrès qui est peut-être sur la fin, donc j'ai du mal à croire, d'ailleurs même sur une défense à 4, j'ai du mal à croire qu'il aura l'explosivité pour pouvoir prétendre au poste de titulaire en défenseur central. Et après, tu as Koza qui est vraiment un des plus gros espoirs du club, qui était d'ailleurs qui était pressenti pour jouer les JO 2020. Malheureusement, il s'est blessé, mais peut-être qu'il aura l'occasion de les jouer vu que c'est en 2021. Donc lui, il va revenir de blessure sur une grave blessure. Voilà, sur les défenseurs centrales, on a ces profils-là, plus Clément Vidal, un jeune qui a été longtemps titulaire, notamment on a vu en Youth League, parce que Montpellier avait joué à la Youth League, avec des énormes performances en Youth League, et qui lui, comme je vous dis tout à l'heure, a eu très peu sa chance, c'est un peu la critique faite à Derzac, et pourtant il a été capitaine de la réserve, enfin vraiment le soldat montpelliérain qui a été là dans tous les échelons, et qui n'a pas encore eu sa chance, à part un match contre Dijon où il n'avait pas été excellent, mais pas médiocre non plus, où il a eu sa chance, mais qu'un seul match avec Montpellier pour l'instant. Donc voilà, on a ces profils-là en défenseur central. Sur les latéraux, c'est un peu plus compliqué. On avait recruté l'an dernier Arnaud Souquet. Sur le côté droit. Nice. Ouais, non, pas de Nice, de la Gantoise. Pardon. Ouais, mais ancien de Nice, qui, moi, par exemple, j'étais resté sur des très bonnes prestations à Nice. Ça a été un peu une saison compliquée pour lui. Il a marqué des très très beaux buts, un contre Nîmes et un contre Lyon. Mais c'est un peu le cache-misère parce que derrière, défensivement, ça a été parfois très compliqué. À la fin, il avait même perdu sa place pour un jeune de Montpellier. Donc voilà, il y a ce poste de latéral droit. Il y a des rumeurs qui enverraient Aguiar peut-être un retour à Montpellier. Les dernières rumeurs parleraient peut-être même d'un ancien Montpellierin, Moukielé à Monaco, qui ferait un jeu de chaise musicale avec Aguiar à Montpellier. Enfin bon, moi tant que c'est pas signé tout ça quand même, j'en doute, mais ça serait un super retour. Côté gauche, on a Oyongo qui fait des prestations somme toute bonnes, quoi. Donc voilà, ça sera sûrement la défense, on va sûrement partir. Alors là, la question, voilà, ça sera est-ce qu'on part à 5 ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a changé tout ça ? C'est l'arrivée de Mavididi, le Dijonais,
C'est vraiment le football, c'est le jeu des chaises musicales. Hein. Donc, qui a un peu révolutionné l'attaque, puisqu'on pourrait avoir une attaque à 3, avec Mavididi, Laborde et Delors, et Mavididi qui apporte un profil qui est un peu différent de ce qu'on avait, puisqu'il était vachement en explosivité, vachement rapide, dribbleur. Contre Bastia, je vous invite à regarder, si vous avez ça, le but qu'il met est assez incroyable. Donc on l'a acheté 6 millions à la Juventus. Je pense que si on l'a acheté, c'est aussi pour le faire jouer. Donc si on joue en 4-3-3, forcément ce sera une défense à 4 quoi. Mais je sais pas, enfin, à mon avis ça dépendra rapidement des premiers résultats. Peut-être si ça va pas, on va vouloir se rassurer à rejouer à 5 défenseurs. Donc c'est je suis pas dans la tête de Derzak, mais bon. Non, mais comme ça, vous avez les deux options. Très bien. Eh ben, merci pour ce point sur la défense. On va conclure avec la main ferme. Le principe est simple. Corentin, tu vas avoir 30 secondes pour nous dire comment tu vois la saison de Montpellier, la saison à venir, et également si tu fais un choix de gardien, comment tu vois sa saison suite à ce choix. C'est parti. Bon, alors Montpellier, je pense, comme je vous ai dit, il y a cette attente très forte de Ligue Europa. Ça fait 3 saisons qu'on tourne autour. Là, il faut que ce soit la saison de la consécration et qu'on joue enfin cette putain de Ligue Europa. Parce qu'on l'attend, hein. Et en plus on a le chant au stade à chaque match, emmenez-nous en Europa, mais malheureusement pour l'instant ça s'est pas fait. J'ai du mal à croire à un parcours en coupe. Malheureusement ça fait quelques saisons que Montpellier nous a habitués à être décevants en coupe, donc j'imagine assez rapidement on se fait sortir en coupe et on joue tout pour la 6e ou 5e place. Pour le gardien, on va partir sur Omlin, on va se dire que ça va être Omlin, il nous faut une saison très propre et pourquoi pas l'envoyer justement, le permettre de l'envoyer à l'Euro 2021 en Europe, du coup, puisque c'est dans toute l'Europe. Ça serait une belle histoire. Lui et peut-être Pedro Mendes qui pourrait jouer avec le Portugal à l'issue d'une saison pleine. Et je pense que si on finit 5e et qui fait des bonnes performances, il aura largement la visibilité. Je pense qu'il y a un enjeu très important chez Montpellier, c'est enfin de pouvoir être un club qui offre une visibilité à certains joueurs. C'est ce qu'avait dit, ça avait été mal pris chez les supporters, mais ce qu'avait dit Lecomte, il avait dit c'est difficile quand tu joues à Montpellier d'être appelé en sélection. Et à la fois, si tu prends Rouli, il fait une saison très très bonne à Montpellier, mais il n'est pas en sélection argentine. Et j'espère que si on prend Omlin, Montpellier sera suffisant pour l'envoyer en sélection suisse. Voilà. Très bien. Eh ben, merci pour cette main ferme avec un petit peu d'arrêt de jeu. On enchaîne maintenant. Il y a un temps c'est ça. La VAR. La VAR. Mais il y a la VAR, c'est pas grave. On enchaîne avec Thomas. Alors alors moi je vais un peu rejoindre Corentin, du coup je vais mettre Montpellier 6e place, et la 6e place sera qualificative pour l'Europa League par conséquent, avec soit le PSG ou une autre équipe qui gagnera la Coupe de France, certainement le PSG, ou Nantes, hein, bon, ça, moi je rigole. Autrement, pour revenir au poste de gardien de but, Omlin, pourquoi pas, mais en tout cas, que ce soit Omlin ou quelqu'un d'autre, moi je fais plutôt confiance aux dirigeants montpelliérains, et notamment Teddy Richard, qui a montré des choix judicieux par le passé en imposant ou en conseillant de recruter le compte Rouli. Donc je fais pas trop de soucis pour le gardien de Montpellier. Très bien, merci pour cette main ferme, messieurs. C'était l'épisode du Club par Club de Ligue 1 consacré à Montpellier et aux gardiens montpelliérains. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir, et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis, et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.